La pluie martelait le trottoir new-yorkais comme des balles, chaque goutte explosant en mille éclats minuscules qui imprégnaient les vieilles baskets usées et éraflées de Scarlett. Elle se tenait à l'intersection de la 5e avenue, un bras serrant fermement un sac en plastique rempli de provisions achetées en solde. L'autre était pressé contre son ventre, cachant la petite courbe qui ne cessait de s'arrondir sous un manteau trop grand et informe. Le feu pour piétons clignotait, indiquant le compte à rebours. 10 secondes, 9 secondes, mais ses pieds semblaient cloués au sol, l'épuisement s'insinuant dans ses os comme le froid de novembre s'infiltrait dans chaque fibre de son être. 6 mois depuis que Scarlett avait signé les papiers du divorce, les mains tremblantes. Depuis qu'elle avait quitté le manoir de marbre, sa prison. Depuis la dernière fois qu'elle l'avait vue. 6 mois depuis qu'elle avait choisi la liberté plutôt que les chaînes plaquées d'or. Choisi la pauvreté plutôt que l'étouffement. Choisi l'inconnu plutôt que la terrifiante certitude d'appartenir à Gabriel Corsetti. Le feu passa au rouge juste au moment où Scarlett descendait du trottoir. Un klaxon retentit, les pneus crissèrent sur l'asphalte mouillé. Elle se figea au milieu de la circulation, le sac glissant de ses doigts engourdis. Quelques oranges roulèrent sur les bandes du passage piéton comme de petites planètes échappant de leur orbite. Et puis elle le vit, un SUV noir aux vitres teintées, flanqué de 2 autres identiques. Tous 3 s'arrêtèrent simultanément, en parfaite synchronisation, alors que le feu était vert. La porte arrière de la voiture du milieu s'ouvrit. À travers le rideau de pluie, à plusieurs longueurs de voiture, Scarlett reconnut d'abord les chaussures en cuir italien, faites sur mesure, si absurdement chères, si inadaptées au climat new-yorkais. Puis le costume gris anthracite, taillé sur mesure comme s'il avait été dessiné sur le corps. Enfin, lorsqu'il sortit complètement du véhicule, ignorant les klaxons retentissants et les piétons désorientés, elle vit son visage. Gabriel. Le temps s'effondra. La pluie semblait suspendue dans les airs, tous les sons s'étaient arrêtés, ne laissant que les battements du cœur de Scarlett, comme s'ils allaient lui briser les côtes. Ses yeux bruns foncés, les yeux qui avaient autrefois parcouru chaque centimètre de sa peau, qu'il avait observé avec possession, et quelque chose de dangereux qui était presque doux, se fixèrent sur les siens avec une intensité qui lui fit fléchir les genoux. Une légère cicatrice longeait sa clavicule, marque de cet assassinat manqué il y a des années. Sous le col de sa chemise trempée par la pluie, sa mâchoire carrée était crispée. Même à cette distance, elle pouvait voir ses muscles se contracter, reconnaître la violence contenue dans la ligne tendue de ses épaules. Son grand gabarit était tendu comme une arme. 2 hommes sortirent des sièges avant, des oreillettes visibles, les mains déjà posées sur des armes dissimulées, leurs yeux balayant le carrefour à la recherche de menaces. Gabriel leva une main, un petit geste presque désinvolte qui les figea sur place. Son regard ne la quittait pas. Scarlett avait besoin de courir, de protéger le secret qui grandissait en elle. Mais son corps la trahit, paralysé sous le poids de son regard, sous le flot de souvenirs qui revenaient sans permission. Le parfum de son eau de Cologne, bergamote, bois de cèdre, et quelque chose de plus sombre, quelque chose qui lui rappelait toujours la poudre à canon et le péché. La sensation de ses mains, douces malgré leur capacité à tuer, glissant le long de la courbe de sa colonne vertébrale dans l'obscurité de la chambre. Le son de sa voix, velours enroulé autour d'acier, murmurant des promesses qui étaient aussi des menaces. « Tu m'appartiens, Scarlett, pour toujours. » Un klaxon retentit juste à côté d'elle, la ramenant brutalement à la réalité. Scarlett tituba en avant, son manteau glissa sur le côté, et tout se brisa, le vent s'engouffra dans le tissu, le tendant contre son corps pendant un instant, juste assez longtemps. L'expression de Gabriel changea, ses yeux se posèrent sur son ventre, et Scarlett regarda, impuissante et horrifiée, alors que la réalité le frappait comme une vague s'écrasant contre un rocher. Sa peau pâlit sous son bronzage. La main qui s'était levée à mi-chemin, comme pour l'atteindre, se referma en un poing si serré que ses jointures blanchirent, et même à travers la pluie, elle pouvait le voir. « Non », murmura Scarlett. Mais le tonnerre engloutit le mot. Ses lèvres bougèrent, formant son nom, mais elle ne pouvait l'entendre dans le chaos du carrefour. Elle le sentit comme un contact physique. La façon dont sa bouche formait ces 3 syllabes,
la façon dont il les avait prononcées contre sa peau d'innombrables fois, dans le plaisir et dans la rage et dans l'espace périlleux entre les deux. Tony Marchetti, son chef de la sécurité, se pencha vers lui et lui parla d'un ton pressant à l'oreille. Le patron serra les mâchoires, son attention partagée entre elles et les informations qu'il recevait. Le feu changea. La circulation se remit en marche, coulant entre eux comme une rivière d'acier et de verre, coupant sa ligne de mire. Scarlett se mit à courir. Ses jambes retrouvèrent leur raison d'être, la portant à travers les voies restantes, jusqu'au trottoir et dans le labyrinthe de piétons pressés, protégés par les journaux qu'ils tenaient au-dessus de leur tête. Son cœur battait si fort contre ses côtes qu'elle crut qu'il allait exploser. Derrière elle, elle entendait des cris, des ordres secs en italien, les pas lourds d'hommes entraînés à traquer, à saisir, à éliminer les obstacles. Scarlett plongea dans l'entrée du métro de la 42e rue, montant les marches deux par deux. Malgré la douleur dans le bas du dos, malgré les crampes dans les mollets, malgré les 5 mois de grossesse qui alourdissaient chacun de ses pas. La station l'engloutit. Un utérus de béton empestant le métal chaud et les corps. Un train approchant crissa. Des annonces résonnèrent que plus personne n'écoutait. Le quai était bondé de voyageurs rentrant chez eux. Scarlett se fraya un chemin au milieu de la foule, remontant sa capuche, se faisant plus petite, invisible. Tout ce qu'elle avait appris à devenir au cours des mois précédant sa fuite de l'Empire Corsetti. Le train arriva dans un souffle d'air vicié. Les portes s'ouvrirent. Les gens se précipitèrent vers l'avant. Scarlett, sa voix transperça tout. À travers le bruit, à travers la foule, à travers 6 mois de silence et la distance qu'elle avait travaillé si dur à construire. Elle se retourna, incapable de se retenir, et le vit en haut des escaliers. Son costume était trempé, ses cheveux noirs collés à son front, et ses yeux, mon Dieu. Ses yeux bruns foncés presque noirs, brûlaient d'une violence qui lui nouait l'estomac. De la fureur, de la trahison et autre chose, quelque chose qui ressemblait presque à de la douleur. 3 hommes en costume noir se tenaient derrière lui. Tony parlait avec urgence au téléphone. Un autre homme scrutait la foule avec l'attention concentrée et prédatrice d'un tueur professionnel. Mais Gabriel ne bougeait pas. Il se tenait là, grand et dangereux, l'eau ruisselant de son tissu coûteux, la regardant comme si elle était un fantôme qu'il avait invoqué de son propre cauchemar. Leurs regards se croisèrent à travers le quai. La foule se remit à bouger, poussant Scarlett dans le wagon. Elle se pressa contre la vitre. Sa paume était plaquée contre le verre froid. Elle ne pouvait détourner les yeux de lui, même lorsque les portes commencèrent à se fermer. Gabriel se déplaça aussi vite qu'une lame. La foule s'écarta devant lui comme s'il était Moïse et eux la mer Rouge. Personne ne voulait se mettre en travers du chemin de Gabriel Corsetti lorsqu'il arborait cette expression. Ces hommes le suivirent, écartant les corps avec une efficacité professionnelle qui frôlait la violence. Les portes se refermèrent au moment précis où il les atteignit. Sa main frappa le métal avec un bruit sec qui fit sursauter les passagers à proximité. Son visage n'était qu'à quelques centimètres du sien, séparé par une vitre et les 6 mois de mensonges qu'elle avait construits entre eux. Ses lèvres bougèrent, formant des mots qu'elle pouvait voir mais qu'elle ne pouvait entendre à cause du sifflement croissant du train. « Tu portes mon enfant ». Ce n'était pas une question, mais une affirmation, une accusation, une déclaration de propriété. Le train démarra brusquement, éloignant Scarlett de lui. Mais ses yeux restèrent rivés sur les siens, noirs de rage et remplis d'une promesse qui glaqua son sang. Gabrielle sortit son téléphone avec des gestes trop contrôlés, trop délibérés. Elle connaissait ce regard, savait ce que cela signifiait lorsque Gabriel Corsetti passait de l'émotion à l'action, du sentiment à la chasse. Lorsque le tunnel engloutit le train dans l'obscurité, lorsque le quai et la silhouette de Gabriel disparurent de sa vue. Scarlett glissa le long de la paroi du wagon jusqu'à s'asseoir sur le sol, les genoux repliés autant que le lui permettait son ventre de 5 mois. Ses mains tremblaient tandis qu'elle s'enlaçait, essayant d'arrêter les tremblements qui n'avaient rien à voir avec le froid et tout à voir avec la terreur qui envahissait ses veines. Les autres passagers la regardaient avec des nuances variables d'inquiétude et d'agacement, mais Scarlett les remarquait à peine. Tout ce qu'elle voyait, c'était le visage de Gabriel. Tout ce qu'elle ressentait, c'était le poids de son regard, la promesse dans ses yeux. Il savait maintenant. Après 6 mois de fuite,
Après avoir construit une nouvelle vie dans l'ombre de la ville, où il régnait comme un roi de la nuit, protégeant la petite vie qui grandissait en elle de la violence et du danger qui s'accrochait à tout ce que Gabriel touchait. Il savait maintenant, et Gabriel Corsetti ne lâchait jamais ce qui lui appartenait. Scarlett posa une main sur son ventre, sentant les légers mouvements qui avaient commencé la semaine précédente. « Je suis désolée », murmura-t-elle à l'enfant qui ne savait pas encore ce que signifiait naître dans ce monde, dans une guerre entre liberté et possession. « Je suis tellement désolée. » Le téléphone dans sa poche vibra une fois, deux fois, trois fois de suite. Scarlett n'avait pas besoin de regarder pour savoir qui l'appelait. Pour savoir qu'à cet instant même, ses ressources étaient mobilisées. Son réseau se mettait en branle. Son empire réorientait ses efforts vers un seul objectif, la retrouver. Le train traversait le tunnel en Tongguan, emportant Scarlett vers la destination qu'elle avait choisie au hasard, vers la sécurité temporaire qu'elle connaissait, avec la certitude d'une femme qui avait autrefois été l'épouse de l'homme le plus dangereux de New York, et qui savait que cela ne durerait pas au-delà de cette nuit. Car Gabriel l'avait vu, avait vu la preuve de ce qu'elle lui avait caché, et il n'y avait aucun endroit dans cette ville, peut-être même dans le monde entier, où elle pourrait se cacher d'un homme qui commandait les ténèbres comme d'autres commandaient des armées. La question n'était pas de savoir s'il la trouverait. La question était de savoir ce qu'il ferait lorsqu'il la trouverait. Si vous voulez savoir ce que Gabriel fera lorsqu'il trouvera Scarlett et découvrira le secret de l'enfant qu'elle porte en elle, laissez un j'aime sur cette vidéo. Partagez-la afin que les amateurs de drames émouvants puissent eux aussi en profiter. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne pas manquer la suite. L'appartement que Scarlett louait depuis 3 mois se trouvait à Brooklyn, au 4e étage d'un immeuble vieillissant, au-dessus d'une épicerie coréenne, un endroit où les gens avaient l'habitude de ne pas poser de questions et où le bruit des sirènes et des ambulances était devenu un bruit de fond familier. Elle monta lentement les escaliers, une main agrippée à la rampe qui vacillait sous son poids. Chaque marche était une épreuve, son ventre de 5 mois l'attirant vers le bas, son cœur refusant toujours de ralentir depuis le moment où elle avait vu Gabriel sortir du SUV noir sous la pluie. Lorsque la porte de l'appartement se referma derrière elle, Scarlett fit glisser les 3 verrous qu'elle avait installés elle-même, puis s'adossa contre le bois et s'affaissa jusqu'à s'asseoir sur le sol. Le petit espace qui lui coupait presque le souffle apparut sous une faible lumière jaune. Le plafond était marqué de taches d'eau provenant d'une fuite dans la canalisation à l'étage, formant des cartes brunâtres ternes qui ressemblaient à des ecchymoses sur la peau humaine. Un vieux radiateur dans le coin cliquetait comme s'il essayait de communiquer en morse, diffusant une chaleur insuffisante pour chasser le froid de novembre qui s'accrochait à ses os. Le mobilier était si clairsemé que l'endroit semblait prêt à être quitté à tout moment. Un lit simple avec des draps achetés dans une boutique d'occasion, une petite table près de la fenêtre donnant sur l'escalier de secours, où quelqu'un avait laissé quelques pots de plantes fanées, une casserole et une poêle retournées à côté de l'évier. Rien sur les murs, rien de personnel. Tout avait été choisi selon un seul critère, facile à abandonner en 5 minutes, sauf une chose. Une photo échographique collée sur le miroir de la salle de bain. Une image floue en noir et blanc montrant la courbe d'une petite colonne vertébrale, l'ombre d'une tête. Non, 2 têtes. Scarlett se leva, les jambes encore tremblantes. Elle se dirigea directement vers l'espace sous le lit et sortit le sac de voyage qu'elle avait gardé prêt depuis le premier jour où elle avait emménagé. À l'intérieur se trouvait de l'argent en liquide, suffisant pour survivre pendant 2 semaines si elle faisait attention, une fausse carte d'identité qu'elle avait payée avec presque toutes ses économies, quelques vêtements de rechange, des vitamines prénatales, un petit couteau dont elle savait qu'il serait inutile si elle devait affronter les hommes de Gabriel. Elle commença à jeter d'autres choses dans le sac. Des vêtements du placard, une brosse à dents, les quelques livres qu'elle s'était permis d'acheter, les vestiges de la personne qu'elle essayait de devenir. Une femme qui lisait de la poésie au lieu de compter les sorties. Une femme qui dormait sans vérifier 3 fois les serrures. Le téléphone dans sa poche n'arrêtait pas de vibrer. Scarlett le sortit et regarda l'écran. 17 appels manqués, tous provenant d'un numéro masqué. Gabriel était assez intelligent pour ne pas appeler depuis sa propre ligne. Assez intelligent pour comprendre comment les appels pouvaient être tracés ou bloqués. Mais elle savait que c'était lui. Elle savait que derrière chaque numéro masqué se cachait sa voix,
Sa colère, ses questions. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Depuis combien de temps? Pensais-tu vraiment pouvoir me cacher mon enfant? Elle éteignit le téléphone et le fourra au fond de son sac. Peut-être allait-elle le jeter. Peut-être. Les coups frappés à la porte lui firent arrêter le cœur. Ce n'étaient pas des coups normaux. Un seul, solide, contrôlé, plein de puissance. Le genre de coup qui dégageait de l'autorité. Le genre de coup donné par quelqu'un qui était certain que la porte s'ouvrirait. Scarlett. Sa voix résonna à travers la porte en acier, basse et maîtrisée, d'une manière encore plus effrayante que s'il avait crié. « Je sais que tu es là. J'entends ta respiration. Impossible. » La porte était épaisse, les murs étaient solides. Mais avec Gabriel, rien n'était impossible. Il disposait de ressources qu'elle ne pouvait même pas imaginer. La technologie des films d'espionnage. Et surtout, il avait le genre de pouvoir qui poussait les gens à lui dire tout ce qu'ils voulaient savoir. Le sac d'urgence était toujours dans sa main. La fenêtre menant à l'escalier de secours n'était qu'à quelques pas. Mais elle était enceinte de 5 mois et Gabrielle Corsetti se tenait juste devant sa porte. « Va-t'en » dit Scarlett, détestant le tremblement de sa voix. « Tu n'as pas le droit d'être ici. Nous sommes divorcés. J'ai signé les papiers. » Le silence se prolongea pendant quelques secondes. Lorsque Gabrielle prit la parole, sa voix était si basse qu'elle dut presque coller son oreille contre la porte pour l'entendre. Divorcé. Un rire discret suivit, mais il n'y avait aucune trace d'humour dans sa voix. Ce divorce a été traité à une vitesse record, si rapide que c'en est suspect. Je suppose que vous avez eu de l'aide. Quelqu'un qui sait comment faire passer les papiers. Quelqu'un qui vous devait une faveur. Peu importe. Cela ne tiendra pas devant un examen minutieux. Scarlett sentit son estomac se nouer. Elle avait demandé l'aide d'une personne travaillant dans un cabinet d'avocats. Une femme dont le frère était mort parce qu'il s'était retrouvé mêlé à la famille Corsetti. Cette femme avait tout réglé rapidement et discrètement avant que les hommes de Gabriel ne puissent intervenir. Mais s'il contestait le divorce, même si vous invalidez le divorce, dit-elle lentement, je ne reviendrai pas vers toi, alors nous en discuterons. Mais tu ouvriras cette porte, Scarlett, d'une manière ou d'une autre. Elle fixa la porte, de l'acier solide, plusieurs serrures, une chaîne de sécurité. Elle avait choisi cet appartement précisément parce qu'il était facile à défendre. Mais elle l'avait choisi pour se défendre contre la criminalité de rue, pas contre Gabrielle Corsetti. « Et si je ne l'ouvre pas ?» demanda-t-elle. « Alors je demanderai à mes hommes de vider cet étage. » Sa voix restait calme, comme s'il parlait de la météo. Ils évacueront tous les appartements, diront à tout le monde qu'il y a une fuite de gaz ou un risque d'incendie, ou toute autre raison qui les fera sortir rapidement et en toute sécurité. Puis ils enfonceront cette porte. Il marqua une pause. « Je ne veux pas effrayer vos voisins ni détruire vos biens, mais je le ferai si je n'ai pas le choix. Vous êtes fou. » « Non, Scarlett. » Son ton changea brusquement, laissant transparaître une émotion qui venait se faufiler à travers les fissures de son contrôle. « Je suis un père qui vient de découvrir l'existence de son enfant, et il n'y a rien, absolument rien, que je ne ferai pas pour protéger ce qui m'appartient. » Sa main se posa automatiquement sur son ventre, comme pour répondre à la voix de son père à travers la porte, à travers sa peau. Le bébé donna un petit coup de pied, un léger mouvement qu'elle ressentit comme une trahison. « Je ne suis plus ta propriété, dit-elle. » Mais même elle pouvait entendre sa voix faiblir. « Tu seras toujours à moi. Les papiers du divorce ne sont qu'une illusion temporaire que je t'ai permis de nourrir. Je pensais que tu avais besoin d'espace, de temps. Je pensais que tu reviendrais d'elle-même. » Sa voix baissa encore, intime d'une manière qui lui donna la chair de poule. « Mais cela change tout. Tu aurais dû me le dire, Scarlett. Tu aurais dû me le dire dès que tu l'as su, pour que tu puisses m'enfermer, utiliser le bébé pour me garder prisonnière, pour que je puisse vous protéger tous les deux. » L'émotion dans sa voix était désormais brute, sans faire. « As-tu la moindre idée du nombre d'ennemis que j'ai, du nombre de personnes qui veulent me faire du mal en s'en prenant à ce que j'aime? Et tu es restée ici toute seule, vulnérable, portant mon enfant. Ne l'appelle pas comme ça. Ne transforme pas notre enfant en un plan de succession mafieux. Notre enfant, il répéta ces mots comme s'ils étaient sacrés. Le silence s'étira à nouveau. Puis vint un mot qu'elle n'avait jamais entendu de la bouche de Gabrielle Corsetti au cours des 2 années de leur mariage. « S'il te plaît. » Scarlett se figea. Gabrielle ne disait pas « s'il te plaît ».
Il ne demandait pas. Il n'adoucissait pas ses exigences avec politesse. Mais le mot était là, porté par une voix qui semblait presque brisée. S'il te plaît, ouvre la porte, Scarlett. Je veux qu'on parle comme des adultes, comme des gens qui sont sur le point de devenir parents. Sa main se dirigea vers la serrure avant que son esprit ne puisse la rattraper. C'était ce qu'il faisait toujours, ce qu'il savait si bien faire. Trouver le point faible, faire pression, la faire douter de ses propres décisions. Elle avait passé 6 mois à apprendre à être forte sans lui. J'apprendre que sa protection avait un prix trop élevé, mais elle était tellement fatiguée d'être forte toute seule. « Ne bouge pas, dit-elle soudainement. Ne me touche pas. Nous parlons comme des gens civilisés. Je suis toujours civilisé avec toi, Kara. » C'était un mensonge. Mais elle ouvrit la porte quand même. Chaque serrure s'est déverrouillée. La chaîne s'est détachée. Sa main tremblait sur la poignée. Gabriel se tenait dans le couloir et sa vue lui coupa le souffle comme toujours. Son costume était encore humide de pluie, collé à son corps d'une manière qui le faisait ressembler moins à un homme d'affaires qu'à quelque chose de bien plus dangereux. Piégé dans un tissu coûteux, ses cheveux noirs étaient lissés en arrière. Des gouttes d'eau perlaient encore sur ses tempes. Mais ce sont ses yeux qui l'ont captivé. Brunes foncées, presque noirs, ils étaient remplis d'une intensité qui lui coupait les jambes. Il la regardait vraiment. Son regard se déplaça de son visage vers son ventre, s'y attardant avec une expression qu'elle ne pouvait nommer. Puis il regarda par-dessus son épaule dans l'appartement, et elle vit une fureur silencieuse monter en lui. Son regard balaya le plafond taché, le radiateur cassé, les meubles bon marché, la petite cuisinière sur laquelle elle préparait des repas simples pour une personne. Sa mâchoire se crispa, ses mains se serrèrent en poing, puis se rouvrirent. Et lorsqu'il entra enfin, remplissant l'espace exigu de sa présence, elle vit dans ses yeux non seulement de la colère, mais aussi de la douleur. La douleur qu'elle ait vécue ainsi. La douleur qu'elle ait choisi la pauvreté plutôt que de rester avec lui. Gabriel se tenait au milieu du petit appartement, grand et déplacé parmi les murs écaillés et les meubles bon marché. 2 hommes en costume noir apparurent sur le seuil, mais il leva la main d'un seul geste et ils se retirèrent, disparaissant dans le couloir comme des fantômes dressés. Il ferma la porte derrière lui avec un léger clic qui ressemblait à celui d'une prison. Il se faisait une face dans le studio exigu et l'espace sembla soudain incroyablement petit, sa présence le remplissant tout entier. Le radiateur cliquetait. La pluie continuait de tomber derrière la fenêtre. Et Gabriel Corsetti la regardait comme si elle était une énigme qu'il était déterminé à résoudre. Un bien qu'il ne laisserait plus jamais échapper de son regard. « Je peux toucher ?» demanda-t-il doucement, levant la main vers son ventre, mais s'arrêtant à mi-chemin, attendant la permission. Ses doigts tremblaient, et Scarlett réalisa que c'était la première fois qu'elle voyait cette main. La main qui avait tué, qui avait signé des condamnations à mort, qui avait détenu un pouvoir absolu, tremblait pour un rien. Non, elle recula, le dos contre le mur. Pas encore. Il serra les mâchoires, mais baissa la main, respectant la limite qu'elle venait de fixer, même si cela lui faisait clairement de la peine. Son regard resta fixé sur son ventre, où son manteau ne pouvait plus cacher la courbe indéniable de 5 mois. « Tu es plus grosse que je ne le pensais, » dit-il d'une voix rauque. « Pour 5 mois. » Scarlett prit d'une profonde inspiration. C'était le moment qu'elle redoutait depuis 6 mois. Le moment où son dernier secret serait dévoilé. Mais il n'y avait plus rien à cacher désormais. « Parce que je n'en porte pas un, » dit-elle lentement, chaque mot pesant lourdement sur sa langue. « J'en porte 2. 2 petites filles, des jumelles. » Le temps s'arrêta. Scarlett regarda la vérité frapper Gabriel comme un coup de poing à la poitrine. Ses yeux s'écarquillèrent. Son visage pâlit. Il tituba en arrière d'un pas, son épaule heurtant le mur derrière lui. Et pendant un instant, le plus puissant parrain de la mafia de New York ressembla à un homme qui venait de voir le monde s'écrouler sous ses pieds. « Des jumelles », répéta-t-il dans un murmure. « Des filles, 2 petites filles. » Il leva la main et la passa sur son visage, et Scarlett vit ses doigts trembler encore plus fort qu'avant. Lorsqu'il baissa la main, ses yeux étaient humides, non pas de larmes, mais d'une fine pellicule qu'elle n'avait jamais vue chez cet homme au cours de leurs 2 années de mariage. C'était Gabriel, vulnérable, Gabriel sans armure, Gabriel dont elle ne soupçonnait même pas l'existence. « Tu attends des jumeaux, dit-il comme s'il devait se convaincre que c'était vrai. Et tu ne me l'as pas dit. »
Elle aurait pu se mettre en colère, elle aurait pu se défendre. Mais en le regardant là, appuyé contre le mur de son misérable appartement, les yeux humides et les mains tremblantes, elle ne ressentait qu'une profonde fatigue. Une fatigue qui lui venait du plus profond d'elle-même. Je l'ai découvert 2 semaines après mon départ, dit-elle d'une voix plus ferme qu'elle ne l'aurait cru possible. Je suis allée dans une clinique communautaire. Le médecin m'a dit que j'étais enceinte et j'ai pleuré toute la nuit. Non pas parce que je ne les voulais pas, mais parce que je savais ce que cela signifiait. Qu'est-ce que cela signifiait? Demanda Gabrielle. Cela signifiait que je ne serais jamais vraiment libre. Scarlett se dirigea vers le lit bon marché et s'assit, car ses jambes ne voulaient plus la porter. Au cours des 6 derniers mois, elle avait travaillé comme serveuse dans un petit restaurant de Manhattan, les pieds enflés, 8 heures par jour, portant des plateaux lourds, supportant des clients difficiles et des avances indésirables. Tout cela pour le salaire minimum. Elle avait dû se serrer la ceinture au maximum pour payer cet appartement. J'ai utilisé Medicaid, a-t-elle poursuivi alors que Gabriel restait silencieux à l'écoute. L'assurance maladie publique. Ta femme a utilisé l'aide publique pour les soins prénataux. Mon ex-femme. Il l'a corrigé, mais son ton ne laissait transparaître aucune contestation. Elle l'a regardé et a vu la colère bouillonner sous son apparence calme. Mais pas de la colère envers elle, de la colère envers lui-même, de la colère envers la situation, de la colère qu'elle ait dû endurer tout cela seule. J'y suis allée seule à chaque fois, a-t-elle dit. Je me suis assise dans une salle d'attente bondée avec d'autres femmes. Je les ai regardées tenir la main de leur mari ou de leur petite amie, et je suis restée assise là toute seule. J'ai entendu leur battement de cœur pour la première fois toute seule. J'ai découvert que c'était des jumeaux toutes seules. J'ai découvert que c'était des filles toutes seules. Gabriel ne dit rien. Il resta là, appuyé contre le mur, la regardant avec des yeux remplis d'une tempête qu'il essayait de retenir. Et à ce moment-là, le petit appartement avec son plafond taché d'eau et son chauffage cassé devint la preuve de tout ce qu'elle avait sacrifié pour la liberté. Tout ce qu'elle avait perdu pour éloigner ses enfants de son monde, le silence s'étendait entre eux comme une créature vivante, lourd et étouffant. Gabriel était toujours appuyé contre le mur. Mais quelque chose dans sa posture avait changé. Ses épaules s'étaient affaissées. L'armure familière du plus puissant parrain de la mafia de New York semblait se fissurer. « Je t'ai déçu », a-t-il finalement dit, la voix rauque, comme si chaque mot lui écorchait la gorge. « Quoi qu'il se soit passé dans notre mariage, quoi qui t'ait poussé à fuir, je t'ai déçu et je m'en excuse. » Scarlett le regarda, le cœur serré. La deuxième excuse en une nuit de la part d'un homme qui ne s'excusait jamais, n'admettait jamais ses torts, ne se permettait jamais d'être faible devant qui que ce soit. « Je t'ai mise dans une cage, Scarlett, » poursuivit-il, les yeux fixés sur le vieux parquet, comme s'il ne supportait pas de la regarder. Une belle cage, une cage luxueuse, mais une cage quand même. Je pensais te protéger. Je pensais que si je pouvais contrôler toutes les variables, suivre toutes les menaces, tu serais en sécurité. Mais au lieu de cela, j'ai fait de toi une prisonnière, pas une partenaire. Elle ne dit rien. Elle attendit simplement, car c'était ce qu'elle voulait entendre depuis 2 ans. La reconnaissance que son amour l'avait étouffée, que sa protection était devenue une prison. Pourquoi? Gabriel leva la tête et la regarda avec des yeux encore humides. Pourquoi n'as-tu pas essayé d'arranger les choses? Pourquoi t'es-tu enfui au lieu de me le dire? Parce que je te l'ai dit, répondit Scarlett, d'une voix plus calme qu'elle ne l'était réellement. Je te l'ai dit des centaines de fois. Je voulais sortir, je voulais avoir des amis, je voulais travailler, avoir un but, avoir ma propre vie. Et à chaque fois, tu acquiesçais, tu promettais que tu changerais. Et puis tout restait exactement pareil, des gardes du corps qui me suivaient partout, des caméras dans chaque pièce, l'interdiction de sortir sans escorte. Elle se leva, les jambes encore tremblantes, mais la voix ferme. Et puis j'ai découvert que j'étais enceinte. Et j'ai réalisé que si je restais, mes enfants grandiraient dans cette cage. Ils assisteraient à des réunions tardives dont tu ne me parlerais jamais. Ils verraient le sang sur tes chemises que les nettoyeurs n'arriveraient jamais à enlever complètement. Ils apprendraient que la violence est le moyen de résoudre les problèmes. Tu penses pouvoir protéger mes enfants de tout cela. Tu penses, Gabriel, comme tu pensais pouvoir me protéger. Mais l'obscurité s'infiltre dans tout ce que tu touches. Je ne veux pas que mes enfants grandissent dans la violence. Je ne veux pas qu'ils pensent que c'est normal.
Je ne veux pas qu'ils deviennent les héritiers d'un empire bâti sur le sang et la peur. Gabriel est resté silencieux pendant un long moment, absorbant chaque mot. Puis il a hoché lentement la tête, comme s'il acceptait une sentence. Tu as raison. Je ne peux pas promettre une vie normale. Mon monde ne fonctionne pas ainsi. Mais je peux te promettre que j'essaierai. Je peux te promettre que je te donnerai une voie. Le choix, l'autonomie dans des limites sûres. C'est toujours une cage, dit Scarlett. Alors aide-moi à l'agrandir. Il s'approcha, assez près pour qu'elle puisse sentir son eau de Cologne familière à travers l'odeur de la pluie et de l'air de la ville. Dis-moi ce dont tu as besoin. Qu'est-ce qui te ferait te sentir moins piégé? Parce que je ne peux pas te laisser ici, Scarlett. Non pas parce que je veux te contrôler, mais parce que cet appartement se trouve dans un immeuble dont le système de sécurité est défectueux. Dans un quartier où j'ai compté 3 transactions de drogue rien qu'en marchant de ma voiture à ta porte. Tu attends des jumeaux, une grossesse à haut risque, et tu vis comme si tu n'avais personne au monde. Je voulais rétorquer qu'elle s'en sortait très bien, mais elle était trop fatiguée. Trop fatiguée d'être forte toute seule. Trop fatiguée de s'inquiéter pour le loyer et les factures médicales. Trop fatiguée de se réveiller à 3 heures du matin avec des douleurs dans le dos et personne avec qui les partager. J'ai besoin de conditions, dit-elle finalement. Si je viens avec toi, je t'écoute. Je veux mon propre espace, pas dans ton penthouse. Un autre endroit où je peux avoir de l'intimité. D'accord, je veux prendre les décisions concernant ma vie, sans contrainte. Je suis d'accord. Et ce soir, je viens uniquement parce que je veux que ton médecin examine les bébés. Si après cela, je veux toujours partir, si je pense toujours que je suis mieux sans toi, tu ne m'en empêcheras pas. Gabriel la regarda longuement, la mâchoire serrée comme s'il ravalait 1000 objections. Puis il acquiesça. Un soir, il a dit, « Donne-moi une nuit pour te prouver que je peux changer, et je ne te forcerai à rien. » C'était un accord fragile, fondé sur la méfiance et des blessures qui n'avaient pas cicatrisé. Mais lorsque Gabriel lui tendit la main, attendant qu'elle la prenne, Scarlett réalisa que c'était plus que ce qu'elle avait jamais eu en 2 ans de mariage. Un choix, modeste et conditionnel, mais qui lui appartenait. Le SUV noir glissa sur les rues détrempées de New York, les emmenant loin de Brooklyn vers Brooklyn Heights. Scarlett était assise à l'arrière, gardant ses distances avec Gabriel, même si l'espace restreint rendait cet effort presque inutile. Elle pouvait sentir la chaleur qui émanait de lui. Elle pouvait sentir l'odeur familière de son eau de Cologne mêlée à celle de la pluie. 2 gardes du corps étaient assis à l'avant, les yeux fixés sur la route et le rétroviseur, si professionnels qu'ils en étaient presque invisibles. Personne ne parlait. Scarlett regardait la ville défiler derrière les vitres teintées, remarquant que les quartiers essaient de délabrer à bourgeois, puis à riches. Sa main reposait sur son ventre, sentant les légers mouvements des 2 petites vies en elle, comme si elle aussi était anxieuse face à ce qui les attendait. Lorsque la voiture s'arrêta, Scarlett regarda dehors avec surprise. Ce n'était pas le penthouse froid de verre et d'acier dans lequel elle avait vécu pendant 2 ans. Devant elle se dressait une maison de ville en briques rouges, avec des volets noirs, recouverte de lierre vert, même en plein hiver. Une lumière jaune et chaleureuse se déversait par les fenêtres, et quelque chose dans cette image lui serra la poitrine. Cela ressemblait à une maison, une vraie maison, pas à une forteresse ou à un musée d'art. « Tu as dit que tu avais un autre endroit, murmura-t-elle, incapable de détourner les yeux de la maison. « Je l'ai acheté 2 mois après ton départ, répondit Gabriel d'une voix basse, empreinte d'une émotion qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. Je me suis dit que si j'avais un endroit qui ne soit pas le penthouse, un endroit sans ses souvenirs, tu envisagerais peut-être de revenir. Scarlett se tourna vers lui, cherchant les signes familiers de manipulation, mais elle ne vit que de l'honnêteté dans les yeux bruns foncés qui la regardaient. Il s'était préparé à son retour, même s'il croyait qu'elle était partie pour toujours. Il avait construit un endroit pour elle. Un garde du corps ouvrit la porte. Gabriel sortit le premier, puis lui tendit la main, attendant. Elle hésita un instant, puis la prit et le laissa l'aider à sortir de la voiture. Sa main était chaude et ferme, et elle détestait la façon dont son corps réagissait à ce contact, comme s'il se souvenait encore, comme s'il désirait encore. Ils montèrent les marches en pierre, et la porte d'entrée s'ouvrit avant même que Gabriel ne puisse la toucher. Une femme d'une 50aine d'années apparut, au visage rond, aux yeux bienveillants et au sourire chaleureux. Elle portait un tablier parsemé de fleurs,
et l'odeur de quelque chose en train de cuire s'échappait avec elle. Bienvenue à la maison, ma chère, dit-elle à Scarlett. Sa voix était si chaleureuse qu'on aurait dit qu'elle se connaissait depuis des années. Je suis Gloria Chen. Je gère cette maison pour Gabriel. Scarlett ne savait pas comment réagir. Dans l'appartement terrasse, elle n'avait côtoyé que du personnel froid et professionnel, des ombres qui se déplaçaient silencieusement et évitaient tout contact visuel, mais Madame Chen la regardait avec une sincère sollicitude, le genre de regard que sa mère lui avait adressé avant de mourir dans l'incendie, 19 ans auparavant. « Je vous ai préparé une chambre au 3e étage, » poursuivit Madame Chen en les conduisant à l'intérieur. « Tout l'étage est à votre disposition. Une chambre, une salle de bain privée et une petite salle de lecture qui donne sur le jardin. Gabriel a pensé que vous voudriez avoir votre propre espace. » Scarlett entra dans la maison et eut l'impression d'entrer dans un autre monde. Des parquets chaleureux, des murs couleur crème, des meubles qui semblaient confortables plutôt que luxueux, une vraie cheminée allumée dans le salon, le crépitement tranquille du feu, régulier et doux, des fleurs fraîches sur la table, des livres sur les étagères, non pas pour être exposés, mais pour être lus. Et sur les murs, pas d'œuvres d'art froides et inaccessibles, seulement des photographies de paysages chaleureux et quelques petites étagères contenant des poteries artisanales. « J'ai de la soupe chaude dans la cuisine, » dit Madame Chen, posant naturellement sa main sur l'épaule de Scarlett, comme si elles étaient de la même famille, ainsi que du pain frais. « Tu dois manger quelque chose avant l'arrivée du médecin. » Gabriel resta dans l'embrasure de la porte, ne la suivant pas à l'intérieur, lui laissant l'espace nécessaire pour s'adapter. Et à ce moment-là, enveloppée par la chaleur de la maison et l'odeur d'un repas fait maison, Scarlett sentit quelque chose se fissurer dans le mur qu'elle avait érigé autour de son cœur. L'horloge accrochée au mur de la chambre du 3e étage indiquait 2 heures du matin, et Scarlett se tournait et se retournait encore sur le lit le plus moelleux dans lequel elle avait dormi depuis 6 mois. La chambre semblait tout droit sortie d'un magazine, avec ses draps en coton égyptien et ses épais rideaux occultants, mais son esprit refusait de se calmer. Elle pensait à l'appartement délabré de Brooklyn, à la vie qu'elle avait reconstruite à partir de rien, à la façon dont tout s'était effondré en quelques heures seulement. Et elle pensait à Gabriel, dans la chambre d'en face, à seulement un couloir de distance, mais aussi lointain que s'il appartenait à un autre monde. Un léger coup à la porte la fit sursauter. Ce n'était pas le genre de coup qui avait autant de force que dans son ancien appartement, juste 2 petits coups légers. Prudente, Scarlett s'assit, tirant de la couverture jusqu'à sa poitrine, même si elle portait toujours le pyjama que Madame Chen avait préparé pour elle. « Entrez », dit-elle d'une voix rauque due au manque de sommeil. La porte s'ouvrit et Gabriel entra. Tenant une tasse fumante, il avait troqué sa combinaison de plongée contre un simple pantalon de pyjama et un T-shirt. Il avait l'air moins effrayant, presque normal. « Tu ne peux pas dormir, dit-il. Ce n'est pas une question. »« Toi non plus, » répondit-elle. Il s'approcha du lit et posa la tasse de lait chaud sur la table de chevet. Madame Chen dit « Le lait chaud avec du miel aide à dormir et c'est bon pour la grossesse. » Scarlett regarda le lait, puis le regarda. Dans la lumière tamisée de la pièce, elle vit les cernes sous ses yeux, les nouvelles rides au coin de sa bouche. Gabriel Corsetti avait l'air épuisé, comme un homme qui n'avait pas bien dormi depuis très longtemps. « Je peux m'asseoir ?» demanda-t-il en désignant la chaise près de la fenêtre. Elle acquiesça et il s'assit, gardant une distance respectueuse. Le silence les enveloppa pendant plusieurs minutes. Scarlett but le lait à petites gorgées, sentant la chaleur se répandre dans son estomac. Gabriel regarda par la fenêtre où les lampadaires projetaient des traînées jaunes à travers la pluie fine et régulière. « 6 mois, dit-il enfin, d'une voix basse et lointaine. « 6 mois que j'ai vécu en enfer, Scarlett. Tu peux me détester autant que tu veux. Mais tu devrais savoir ce que j'ai vécu quand tu es parti. » Elle ne dit rien, se contentant d'attendre. Et pour la première fois depuis 2 ans qu'elle le connaissait, Gabriel s'ouvrit à elle. Il lui parla des nuits blanches qu'il avait passées après avoir réalisé qu'elle était partie, de la façon dont il avait fouillé toute la ville pour la retrouver pendant la première semaine, frénétique et désespérée, de la colère qu'il avait ressentie au début, puis de la confusion, puis la douleur pure lorsqu'il a compris qu'elle ne voulait vraiment pas être retrouvée. Il lui a parlé des repas qu'il ne pouvait avaler, des réunions où il était assis mais où son esprit était ailleurs,
Des nuits où il se tenait dans sa chambre vide, dans l'appartement terrasse, et essayait de comprendre où il avait fait fausse route. « Mes hommes t'ont retrouvé après 2 semaines », a-t-il poursuivi, la voix rauque. « Ils m'ont dit que tu vivais en sécurité à Brooklyn, que tu travaillais dans un restaurant, et j'ai dû prendre la décision la plus difficile de ma vie. Te laisser tranquille ou te ramener de force. » « Pourquoi tu ne m'as pas ramené de force ?» demanda Scarlett, surprise par sa propre question. « Parce que j'ai compris que c'était la raison pour laquelle tu t'étais enfui au départ. » Gabrielle la regarda, ses yeux captant la faible lumière. « Parce que pour la première fois, j'ai compris qu'aimer quelqu'un ne signifie pas le posséder. Alors, je me suis contenté de te faire surveiller de loin, pour m'assurer que tu étais en sécurité. Et chaque jour, j'espérais que tu reviendrais de ton propre chef. » Sa voix s'affaiblit. 6 mois, Scarlett. 6 mois pendant lesquels je t'ai observé de loin, sachant que tu souffrais, voulant t'aider, mais n'osant pas intervenir. Ça a été un véritable enfer. Regarder la personne que j'aime souffrir sans pouvoir rien faire. Les larmes montèrent d'avant que Scarlett ne puisse les retenir. Elle ne pleurait pas parce qu'elle l'avait quitté. Ou peut-être que si. Elle n'en était plus sûre. Elle pleurait d'épuisement, de soulagement d'avoir enfin quelqu'un avec qui partager ce fardeau. Après 6 mois difficiles, elle n'avait plus à être forte toute seule. Gabrielle se leva et s'approcha du lit comme attirée par une force invisible. « Je peux ?» demanda-t-il à nouveau en levant la main vers son ventre, dans l'attente. « Cette fois, oui !» acquiesça Scarlett, tandis que sa main se posait sur son ventre, chaude et tremblante. Il s'agenouilla à côté du lit, le front presque collé à l'endroit où grandissaient leurs enfants, et à ce moment précis, comme s'ils savaient que leur père était enfin là, l'un des bébés donna un grand coup de pied. Gabrielle se figea, les yeux écarquillés, puis un deuxième coup de pied vint de l'autre bébé, comme si tous deux saluaient l'homme qu'ils n'avaient jamais rencontré. « Il donne des coups de pied, » murmura-t-il, la voix brisée. « Scarlett, il donne des coups de pied. » Elle baissa les yeux et vit le plus puissant parrain de la mafia de New York agenouillé à côté de son lit, les larmes coulant sur son visage. Son cœur se brisa et se recomposa pour prendre une nouvelle forme. Elle leva la main, tremblante, et pour la première fois en 6 mois, elle toucha ses cheveux noirs tandis qu'ils pleuraient tous les deux pour ce qui avait été perdu et ce qui pouvait encore être retrouvé. Le lendemain matin, le docteur Harrison Wells arriva à la maison de ville à 9 heures, portant une valise remplie de matériel médical qui semblait coûteux et affichant le calme d'un homme qui avait tout vu au cours de ses 20 années de pratique. Il avait environ 45 ans, les tempes grisonnantes et les yeux vifs mais chaleureux. Gabrielle le présenta comme le meilleur spécialiste en obstétrique de New York pour les grossesses et hauts risques. Et Scarlett n'en doutait pas. Dès qu'elle vit la façon dont il installa un appareil à ultrasons portable avec l'efficacité précise de quelqu'un qui maîtrise parfaitement son travail, elle en fut instinctivement convaincue. Il se trouvait dans le salon du 2e étage où Mme Chen avait déjà installé un fauteuil confortable pour que Scarlett puisse s'allonger. Gabrielle se tenait près de la fenêtre, gardant ses distances, mais sans jamais la quitter des yeux. La tension était visible dans la ligne dure de sa mâchoire. Le Dr. Wells commença par prendre sa tension, et Scarlett vit son expression changer lorsqu'il lut le chiffre qui s'afficha. Sophia, son infirmière, une femme aux yeux bruns chaleureux, nota soigneusement sur le dossier. « Votre tension est plus élevée que je ne le souhaiterais. »« Docteur. »« Eh bien, dit-il, calme mais sérieuse. Êtes-vous très stressée? » Scarlett faillit éclater de rire. Stressée, 6 mois seule, surmenée, inquiète pour l'argent et l'avenir, et se demandant si le père de ses bébés allait la retrouver. « On peut dire ça, oui, » répondit-elle sèchement. Le docteur Wells ne fit aucun commentaire, se contentant d'étaler un gel froid sur son ventre et d'y placer la sonde échographique. La pièce resta silencieuse pendant quelques secondes, puis le son la remplit. Whoosh, 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 whoosh! 2 battements de cœur superposés, rapides et forts, si vivants que les yeux de Scarlett se sont mis à piquer. Elle avait entendu ce son à maintes reprises à la clinique communautaire, mais cette fois-ci, c'était différent. Gabrielle était là, et lorsqu'elle jeta un coup d'œil, elle vit qu'il s'était approché sans s'en rendre compte. Son regard était fixé sur l'écran de l'échographe, avec une expression qu'elle ne pouvait déchiffrer. « Les 2 bébés se développent bien pour une grossesse de 22 semaines, » dit le Dr. Wells en déplaçant la sonde pour montrer différents angles. « Le bébé A est un peu plus gros,
ce qui est courant dans les grossesses gémellaires. Les deux placentas semblent en bonne santé. Aucune anomalie apparente. Puis il fit une pause. Son ton devint plus grave. Cependant, j'ai quelques inquiétudes. Votre tension artérielle est élevée et il y a des signes précurseurs d'une infection qui pourrait évoluer vers une prééclampsie. Combiné à une grossesse gémellaire et à votre niveau de stress, je classe cela comme un risque élevé. Qu'est-ce que cela signifie? Demanda Gabriel, la voix tendue comme un fil. Que devons-nous faire? Le repos au lit est le point de départ. Le Dr. Wells regarda Scarlett. Limiter l'activité physique. Pas de travail, en particulier les emplois qui nécessitent de rester debout pendant de longues périodes. Surveillance au moins 2 fois par semaine, régime alimentaire soigneusement contrôlé et, surtout, réduction du stress. Il faut s'attaquer à tout ce qui fait monter votre tension artérielle. Scarlett se prépara à affronter la colère de Gabriel, à entendre qu'elle était responsable de cette situation, que si elle n'avait pas fui, si elle n'avait pas essayé de survivre seule, leur bébé ne serait pas en danger. Mais lorsqu'elle le regarda, elle ne vit que de la douleur et de l'auto-apitoiement. Gabriel ne parlait pas, mais sa mâchoire était si serrée qu'elle pouvait voir ses muscles bouger. Ses mains se serraient à un point puis se relâchaient, comme s'il luttait contre lui-même pour ne pas réagir. Il ne lui en voulait pas. Il s'en voulait à lui-même de l'avoir poussé à fuir. « Voulez-vous connaître le sexe? » demanda le Dr. Wells, rompant le silence. Scarlett regarda Gabriel. Il la regarda à son tour et, à cet instant, ils n'étaient plus un parrain de la mafia et une femme en fuite. Ils étaient simplement 2 personnes sur le point de devenir parents, à l'un des moments les plus importants de leur vie. « Oui, répondirent-ils en même temps, et le Dr. Wells sourit pour la première fois depuis son arrivée. Il ajusta la sonde, cherchant le bon angle. Le bébé A est une fille, et le bébé B, il marqua une pause, est également une fille. Félicitations, vous allez avoir des jumelles. Des filles, murmura Gabriel, la voix tremblante. Nous allons avoir 2 filles. Des larmes coulèrent sur les joues de Scarlett avant qu'elle ne puisse les retenir. 2 petites filles qui auront peut-être les cheveux noirs de Gabriel ou ses propres cheveux châtain auburn, qui hériteront peut-être de son regard obstiné ou de son sourire, qui grandiraient dans l'amour et vivraient si elle pouvait les protéger. « As-tu pensé à des prénoms? » demanda Gabriel en se déplaçant sur le côté du lit, s'agenouillant pour être à la même hauteur qu'elle. « Je veux donner à l'une le prénom de ma mère, dit Scarlett, la voix étranglée. Isabella, c'était son prénom. Isabella Corsetti, répéta Gabriel, comme s'il savourait chaque syllabe. Parfait. Et pour l'autre bébé, je veux que tu choisisses. Il resta silencieux un instant, les yeux fixés sur l'écran de l'échographie où 2 minuscules silhouettes étaient blotties l'une contre l'autre. Lucia, dit-il finalement, la voix rauque, comme ma mère. Elle t'aurait aimé, Scarlett. Elle t'aimait et elle aurait voulu qu'on se souvienne d'elle à travers sa petite fille, Isabella et Lucia Corsetti. 2 prénoms choisis pour honorer des femmes disparues, mais dont l'amour demeurait. Et pour la première fois depuis que Scarlett s'était enfuie 6 mois plus tôt, elle ressentit une fragile lueur d'espoir, pensant que peut-être, juste peut-être, ils pourraient y arriver ensemble. 3 semaines s'écoulèrent dans une paix que Scarlett n'aurait jamais cru possible dans le monde de Gabriel Corsetti. Fidèle à sa promesse, il gardait ses distances, frappait avant d'entrer dans une pièce où elle se trouvait, lui demandait son avis au lieu de lui donner des ordres. Chaque matin, à son réveil, des fleurs fraîches l'attendaient sur la table à côté du lit, un bouquet différent chaque jour, comme si quelqu'un essayait de découvrir celle qu'elle aimait. Ses vitamines prénatales étaient posées à côté d'un verre de jus d'orange fraîchement pressé. Et Madame Chen avait toujours un petit déjeuner chaud prêt dès que Scarlett descendait. Sa tension artérielle s'est lentement stabilisée sous les soins du Dr. Wells. Les bébés grandissaient et se fortifiaient à chaque échographie, et Scarlett a commencé à se sentir détendue, petit à petit, comme un poing qui se desserre lentement après avoir été serré trop longtemps. Gabriel a commencé à lui parler de son travail, de son aspect juridique, des transactions immobilières et des investissements dont elle n'avait jamais été autorisée à avoir connaissance lorsqu'elle vivait dans l'appartement terrasse. Ils dînaient ensemble tous les soirs, parlant de tout et de rien, reconstruisant le lien qui avait été rompu. Et tard dans la nuit, quand aucun d'eux ne pouvait dormir, ils s'asseyaient dans la bibliothèque. Gabriel lui faisait la lecture de sa voix grave et chaleureuse, parfois de la poésie,
parfois les contes de fées qu'elle aimait quand elle était enfant. Le 21e jour, Gabriel lui dit qu'il avait quelque chose à lui montrer. Elle le suivit au sous-sol, un endroit où elle n'était jamais entrée. Il fallait une empreinte digitale et un code pour ouvrir la porte. À l'intérieur se trouvait son bureau, exactement comme elle l'avait imaginé. Des meubles en cuir, du bois sombre, des écrans d'ordinateur diffusant les images des caméras de sécurité installées dans toute la maison. Mais ce n'est pas cela qui la fit se figer. C'était le mur. Le mur en face de la porte était recouvert de centaines de photos. Des photos d'elle. Scarlett marchant vers le restaurant où elle travaillait. Scarlett faisant ses courses dans un magasin discount. Scarlett assise dans un parc en train de lire. Scarlett debout devant la clinique. Une main posée sur son ventre qui commençait à s'arrondir. Chaque photo était datée et horodatée, couvrant les 6 mois pendant lesquels elle avait été absente. « Tu es fou », murmura-t-elle, la voix tremblante en se retournant vers lui. « Tu m'as suivi tout ce temps. Je pensais être libre. Je pensais m'être échappé. Mais tu savais où j'étais à chaque seconde de chaque jour. J'avais besoin de savoir que tu étais en sécurité, » répondit Gabriel, sans la moindre trace de remords dans la voix. « Après ton départ, j'ai failli perdre la tête. Je ne pouvais plus manger, ni dormir, ni me concentrer sur quoi que ce soit. Mais tes proches ont commencé à s'inquiéter, alors je t'ai fait surveiller, juste pour t'observer, pour m'assurer qu'il ne t'arrivait rien. C'est tout. C'est une atteinte à la vie privée. C'est de l'obsession. C'est de la folie. Je sais. » Il s'approcha du mur, son doigt effleurant une photo d'elle en train de rire avec un collègue au restaurant. « Mais regarde ça. » Il désigna une photo datée de 2 mois plus tôt. Elle se tenait devant la clinique, la main sur le ventre. Je connaissais Scarlett, pas consciemment, mais une partie de moi comprenait ce que cela signifiait. Mes hommes m'ont rapporté que tu t'étais rendu à plusieurs reprises dans une clinique d'obstétrique. Je leur ai dit de laisser tomber, que tu méritais ton intimité. Mais au fond de moi, je savais. « Pourquoi me montres-tu ça ?» demanda-t-elle, la voix encore tremblante. « Tu aurais pu le cacher pour toujours. » « Parce que tu as dit que tu voulais de l'honnêteté. » Gabriel se tourna vers elle, ses yeux sombres, reflétant quelque chose qu'elle ne pouvait déchiffrer. « Parce que si nous voulons repartir à zéro, tu dois savoir qui je suis. Je suis l'homme qui te suivra jusqu'en enfer si c'est le seul moyen de te protéger. Je suis l'homme qui ne peut pas te laisser partir même si tu le demandes. Je suis l'homme qui brûlera ce monde si quelqu'un ose te toucher ou toucher nos enfants. » « Est-ce de l'amour ou de l'obsession ?» demanda Scarlett. « Peut-être les deux, » admet Gabriel. « Je ne sais plus où se trouve la limite. Tout ce que je sais, c'est que ces 6 mois sans toi ont été un enfer, et je ferai tout pour ne plus jamais revivre ça. » Scarlett fixait le mur couvert de photos, preuve d'une obsession effrayante et d'un amour qui ne pouvait être éteint. Et elle réalisa, debout dans cette pièce secrète, qu'elle était amoureuse d'un homme qui ne savait pas aimer normalement. La question était de savoir si elle pouvait l'accepter. Scarlett était toujours debout devant le mur de photos lorsque Gabriel prit la parole, d'une voix grave qui, elle le savait, était le signe d'une mauvaise nouvelle. « Il y a autre chose que je dois te dire. C'est pour cela que je te montre cette pièce aujourd'hui. » Elle se tourna vers lui, le cœur battant à tout rompre. L'expression sur le visage de Gabriel avait changé, passant de l'honnêteté ouverte et vulnérable de quelques minutes auparavant à quelque chose de plus dur, de plus dangereux. C'était le chef de la mafia, pas l'homme qui s'était agenouillé près de son lit et avait pleuré lorsqu'il avait senti sa fille donner son premier coup de pied. « Victor Santino », dit-il, et ce nom sembla refroidir l'atmosphère de la pièce de quelques degrés. « L'un de mes plus vieux ennemis. Il a consolidé son pouvoir pendant que j'étais distrait, à te chercher pendant 6 mois. Et maintenant, il sait pour toi. » À propos de la grossesse, Scarlett sentit son estomac se nouer. « Comment le sait-il? » « Parce que dans mon monde, dit Gabriel, l'amertume transparaissant dans ses mots, les secrets ont une valeur temporaire. Quelqu'un parle. Quelqu'un parle toujours. Il sait que tu attends des jumeaux. Il sait que tu vis ici avec moi. Et il profère des menaces. » Gabriel se dirigea vers le bureau, ouvrit un tiroir et en sortit une enveloppe. À l'intérieur se trouvaient des photos, mais pas celles qui étaient accrochées au mur. Il s'agissait de clichés d'elle marchant dans le jardin derrière la maison, pris de loin à l'aide d'un téléobjectif, son ventre clairement visible à la lumière du soleil. « Que veut-il » demanda Scarlett, la voix tremblante malgré ses efforts pour garder son sang-froid. « Les routes maritimes de la côte Est. »
Gabriel posa l'enveloppe et la regarda avec des yeux qui reflétaient une tempête contenue. Il veut que je lui cède le contrôle de ses racines. Si je ne le fais pas, il menace de te faire du mal à toi et au bébé. Alors donne-les lui. Les lui, dit Scarlett immédiatement. Si c'est tout ce qu'il faut pour tous protéger. Ce n'est pas aussi simple. Gabriel secoua la tête, le visage marqué par l'épuisement. Ces routes me permettent d'empêcher la drogue d'entrer dans certains des quartiers les plus pauvres de cette ville. D'autres gangs veulent les utiliser pour transporter de l'héroïne, du fentanyl, des substances qui tuent des milliers de personnes chaque année. Je contrôle ces routes non pas pour gagner de l'argent, mais pour m'assurer qu'elles ne soient pas utilisées à des fins destructrices. Si je les cède à Santino, il ouvrira les vannes. Les écoles, les parcs, les terrains de jeu, tout sera saturé. Des centaines de personnes mourront, peut-être des milliers. Scarlett s'effondra sur la chaise la plus proche, ses jambes ne pouvant plus la soutenir. Pour la première fois, elle comprit vraiment la complexité du monde de Gabriel. Ce n'était pas tout noir ou tout blanc, comme elle l'avait toujours cru. Il n'y avait pas que des criminels et des victimes. Il existait des zones grises qu'elle n'avait jamais imaginées, où un parrain de la mafia pouvait être celui qui protégeait les quartiers pauvres d'un fléau encore plus toxique. « Alors, qu'allez-vous faire ?» demanda-t-elle doucement. « J'ai rendez-vous avec lui demain soir », répondit Gabriel d'une voix posée. « En terrain neutre, avec un médiateur, je vais négocier quelque chose qui pourra vous protéger et empêcher qu'il mette la main sur ses racines. Et si la négociation échoue… » Gabriel resta silencieux pendant un long moment, et ce silence en disait plus long que n'importe quel mot. Puis il s'approcha d'elle et s'agenouilla devant elle comme il l'avait fait la première nuit, prenant ses mains dans les siennes. « J'ai besoin que tu fasses une chose pour moi. Tout ce qui est en mon pouvoir, épouse-moi à nouveau. » Scarlett le fixa, ne sachant pas si elle avait bien entendu. « Tu veux te marier alors que quelqu'un menace de me tuer. Je veux me marier parce que s'il m'arrive quelque chose demain soir, toi et les bébés aurez besoin d'une protection juridique. » Ces mots étaient fermes, mais ils cachaient une émotion brute. Mon testament, mes biens, mes entreprises légitimes, tout est prévu pour aller à ma femme, pas à mon ex-femme. Si nous sommes mariés, tu hériteras de tout. Tu auras les ressources et les relations nécessaires pour te protéger et protéger nos filles. Tu parles comme si tu n'allais pas revenir. Je parle comme un homme qui se prépare à toutes les éventualités. Gabriel resserra son étreinte sur ses mains. Santino est imprévisible, violent. La réunion pourrait mal tourner, et si c'est le cas, je veux savoir que j'ai fait tout ce que je pouvais pour assurer ta sécurité. Scarlett chercha dans ses yeux la manipulation familière et ne trouva qu'un désespoir sincère. Cet homme se préparait à la possibilité de mourir, et la seule chose à laquelle il pensait, c'était elle et leurs enfants à naître. « Je me fiche de ton argent, » dit-elle doucement. « Je sais, » répondit-il d'une voix plus douce. « Mais l'argent achète la sécurité, achète le pouvoir. Et dans mon monde, le pouvoir est la seule chose qui peut te protéger quand je ne suis pas là. » Il sortit une petite boîte en velours de la poche de sa veste et l'ouvrit pour révéler la bague qu'elle avait laissée 6 mois plus tôt. Le diamant de 3 carats captait la lumière, projetant de petits arcs-en-ciel sur le mur. « Je sais que je n'ai pas le droit de te demander cela. Je sais que je n'ai pas regagné ta confiance. Mais s'il te plaît, Scarlett, laisse-moi te protéger de la seule manière dont je suis capable. » Et en plongeant son regard dans le sien, en voyant la peur cachée sous son apparence maîtrisée, l'amour désespéré dans ce regard, Scarlett comprit qu'elle ne pouvait pas dire non. « D'accord, » dit Scarlett, d'une voix plus assurée qu'elle ne se sentait. « Je t'épouserai. Mais pas pour l'argent, pas pour la protection juridique, pas pour aucune des raisons pratiques que tu viens de me donner. » Gabriel la fixa, ses yeux bruns foncés brillants de confusion. « Alors pourquoi? »« Parce que je t'aime toujours, » admit-elle, et prononcer ces mots lui donna l'impression de se débarrasser du poids qu'elle portait depuis 6 mois. « Je me suis enfui parce que j'avais peur de ton monde, peur de la cage que tu avais construite autour de moi, peur de la violence et des secrets. Mais je n'ai jamais cessé de t'aimer. Et si demain était ton dernier jour, je ne veux pas que tu l'affrontes sans le savoir. » Gabriel se leva et la serra dans ses bras avec une douceur dont elle avait oublié qu'il était capable. Il la serra fort mais avec précaution, attentif à son ventre, et elle sentit son cœur battre vite et fort à travers le tissu de sa chemise. « Je t'aime », murmura-t-il dans ses cheveux,
Je t'ai toujours aimé, même quand je t'aimais de la mauvaise manière. 4 heures plus tard, la bibliothèque de la maison de ville avait été transformée en salle de mariage. Madame Chen, avec une efficacité étonnante, avait transformé l'espace en un décor de conte de fées. Des centaines de bougies étaient disposées partout, leurs flammes vacillant et dansant contre les murs tapissés de livres. Des roses blanches remplissaient des vases en cristal disséminés dans la pièce, leur doux parfum se mêlant à l'odeur du papier ancien et du bois poli. Il n'y avait rien de l'extravagance ostentatoire de leur premier mariage, 2 ans auparavant, avec des centaines d'invités et des articles dans tous les journaux. Ce soir-là, il n'y avait que la nécessité, la sincérité et peut-être l'amour qu'ils avaient perdu et retrouvé. Scarlett portait une simple robe crème que Madame Chen avait trouvée quelque part, dont le tissu doux effleurait son ventre de femme enceinte. Ses cheveux tombaient librement, des boucles auburn reposant sur ses épaules. Pas de maquillage lourd, pas de bijoux étincelants à part la bague de fiançailles que Gabrielle venait de remettre à son doigt. Elle était belle d'une manière qu'elle n'avait jamais ressentie lors de son premier mariage. Belle parce qu'elle était elle-même et non un personnage. Gabrielle se tenait près de la cheminée, vêtue d'un costume noir sans cravate, ressemblant à la fois à un marié et à un homme se préparant à la guerre. La cicatrice le long de sa clavicule était visible sous son col ouvert, rappelant la vie dangereuse qu'il avait choisie. Mais ses yeux, lorsqu'il la regarda entrer, ne reflétaient que de l'amour et la peur de la perte. Le juge Robert Hayes, un homme digne d'une 60aine d'années, aux cheveux argentés et à l'air d'une autorité imperturbable, se tenait entre eux, un petit livre à la main. Il ne demanda pas pourquoi le mariage avait lieu au milieu de la nuit, ni pourquoi aucune famille n'était présente. Peut-être avait-il une dette envers Gabrielle, ou peut-être était-il habitué aux demandes étranges de ce monde. Madame Chen se tenait debout en tant que témoin, les yeux rougis par la lumière des bougies. La cérémonie fut courte et simple. Pas de musique, pas de demoiselles d'honneur ni de garçons d'honneur, pas de longs discours, seulement les vœux, les mots anciens d'amour et d'engagement que des millions de couples avaient prononcés avant eux. Gabrielle Corsetti, voulez-vous prendre Scarlett Bennett pour épouse? Oui, répondit Gabrielle d'une voix ferme, sans la quitter des yeux, et chaque fois après, si vous le permettez. Et vous, Scarlett Bennett, voulez-vous prendre Gabrielle Corsetti pour époux? Scarlett regarda l'homme qui se tenait devant elle, l'homme qui l'avait enfermée dans une cage dorée, puis avait appris à l'ouvrir. L'homme qui l'avait observé comme une obsession, puis l'avait admis. L'homme qui se préparait à affronter la mort en ne se souciant que d'elle et de leurs enfants à naître. Oui, dit-elle. Lorsque le juge Hayes les déclara mari et femme, Gabrielle se pencha pour l'embrasser, non pas d'un baiser passionné et possessif comme lors de leur premier mariage. Ce baiser était doux, prudent, comme s'il craignait qu'elle ne se brise s'il appuyait trop fort. Et lorsqu'il releva la tête, elle vit que ses yeux étaient à nouveau humides. Après que le juge Hayes et Madame Chen se furent discrètement retirés, ils montèrent au 3e étage, dans la chambre de Scarlett. Gabrielle ne lui offrit rien d'autre que sa simple présence, et elle lui en était reconnaissante. Ils s'allongèrent côte à côte sur le lit, sans se toucher, à l'exception de leurs doigts entrelacés. Dehors, la ville restait éveillée sous des millions de lumières, indifférente à la guerre qui allait se dérouler dans l'ombre. « Je veux qu'Isabella apprenne le piano », murmura Gabrielle dans la nuit, sa voix douce dans la pièce silencieuse. « Et Luca, je pense qu'elle aimera le dessin. J'engagerai les meilleurs professeurs. » « Tu parles comme si tu allais être là pour voir tout ça, » répondit Scarlett en serrant sa main. « Je serai là, dit Gabrielle, mais elle perçut l'incertitude derrière son assurance. « Je te promets que je reviendrai vers toi. »« Vers les filles, c'est un ordre, » dit Scarlett. « Tu n'as pas le droit de faire autrement. » Elle continuait à donner des ordres comme au bon vieux temps. Il sourit dans l'obscurité et qu'elle sentit son sourire plus qu'elle ne le vit. Ils restèrent ensuite allongés en silence, écoutant leur respiration, sentant la chaleur de leurs corps respectifs. Et quelque part dans cet intervalle de temps, Scarlett s'endormit dans les bras de son mari. Pour la première fois en 6 mois, elle se sentait vraiment en sécurité, même si elle savait que la tempête l'attendait le lendemain. Les premiers rayons du soleil se glissèrent à travers l'interstice des rideaux et réveillèrent Scarlett le matin. Et la première chose qu'elle remarqua fut le vide à côté d'elle. L'endroit où Gabrielle avait été était froid, lui indiquant qu'il était parti depuis longtemps. Elle s'assit,
le cœur battant à toute rompre, envahie par cette anxiété familière. Et c'est alors qu'elle vit le mot posé sur son oreiller. L'écriture de Gabriel, forte et inclinée vers l'avant comme l'homme lui-même, traversait le papier blanc. « Je t'aime. Je serai à la maison avant le dîner. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. » Comme si elle pouvait faire autre chose alors qu'elle savait que son mari se rendait à une réunion qui pourrait lui coûter la vie. Scarlett pressa le papier contre sa poitrine, sentant ses bords tranchants mordre le tissu fin de son pyjama, et elle sut que ce serait le jour le plus long de sa vie. Les heures passaient comme des gouttes de miel épaisse. Madame Chen tenta de la distraire avec un copieux petit déjeuner qu'elle toucha à peine, avec une conversation douce sur laquelle elle ne parvenait pas à se concentrer, avec l'aménagement de la chambre des filles qui ne l'enthousiasmait pas, même si elle aurait adoré cela dans d'autres circonstances. Elle se déplaçait dans la maison comme un fantôme, s'arrêtant à chaque fenêtre pour regarder la rue, dans l'espoir d'apercevoir le SUV noir familier. Isabella et Lucia bougeaient sans cesse dans son ventre, comme si elles pouvaient sentir la peur de leur mère. Scarlett posa une main sur son ventre et leur murmura que tout irait bien, même si elle ne croyait pas à ses propres paroles. L'horloge sonna 18 heures et son téléphone se mit à sonner. Le numéro de l'hôpital Lenox Hill s'afficha sur l'écran et son cœur s'arrêta de battre pendant un interminable instant. « Madame Corsetti », une voix féminine professionnelle se fit entendre au bout du fil. « Votre mari a été transporté à notre hôpital. Vous êtes inscrite comme contact d'urgence. » Le monde bascula sous ses pieds. Que s'est-il passé? Est-il en état? Il est stable. Il a reçu une balle dans l'épaule. Il demande à vous voir. Scarlett ne se souvenait pas comment elle avait descendu les escaliers. Elle ne se souvenait pas d'où Tony était venu la chercher pour l'emmener à l'hôpital. Elle ne se souvenait pas de ce que Madame Chen avait dit en se précipitant derrière elle vers la porte. Tout ce qu'elle savait, c'était de la panique pure qui envahissait ses veines et la prière muette pour qu'il survive. Il devait survivre. Il avait promis de rentrer à la maison. Sur le chemin, Tony lui raconta ce qui s'était passé. Sa voix était tendue, mais tu m'es maîtrisé. La rencontre avait eu lieu dans un entrepôt abandonné sur les quais. Un terrain neutre que les deux parties avaient accepté. Gabriel était arrivé avec son équipe. Santino était arrivé avec la sienne. Les négociations avaient commencé dans une atmosphère tendue et n'avaient fait qu'empirer. Santino en demandait trop. Gabriel refusait de céder les routes maritimes. Il proposait une alternative, dit Tony, les yeux fixés sur la route. Un accord qui donnerait à Santino certains avantages sans impact sur les quartiers. Mais Santino ne voulait pas de compromis. Il voulait tout ou rien. Et ensuite, demanda Scarlett, la voix tremblante. Santino a sorti une arme, sorti de nulle part au milieu des négociations, sans avertissement. Il a tiré sur le patron avant que quiconque ait pu réagir. Une balle dans l'épaule droite. Nos hommes ont immédiatement bouclé les lieux, mais il y avait beaucoup de sang. Et Santino, le FBI est arrivé. Tony s'est permis un petit sourire, même s'il n'atteignait pas ses yeux. Il s'avère que le patron avait tout arrangé à l'avance. Il savait que Santino pourrait faire quelque chose de fou, alors il a contacté quelqu'un qu'il connaissait au FBI. Santino était recherché pour plusieurs chefs d'accusation fédéraux, et le patron s'était assuré qu'il sache exactement où le trouver. Santino a été placé en garde à vue sur le champ. Il est fini. Gabriel avait tout prévu. Il avait même prévu le cas où il serait abattu. Il avait contacté le FBI et fait en sorte que son ennemi soit arrêté, quelle que soit l'issue des négociations. C'était Gabriel Corsetti, toujours 3 coupes d'avance, même avec du sang coulant de son épaule. La voiture s'arrêta devant l'hôpital et Scarlett courut à l'intérieur, malgré le poids de son ventre qui la tirait à chaque pas. Le couloir était flou, l'ascenseur avançait trop lentement. Puis elle se retrouva devant sa chambre, la main tremblante sur la poignée, le cœur battant à toute rompre. Elle prit une profonde inspiration et entra. Gabriel était assis dans son lit d'hôpital, le dos appuyé contre des oreillers empilés, l'épaule droite enveloppée de bandages blancs déjà tachés d'une fine bordure rouge. Son visage était pâle sous son bronzage, ses lèvres sèches, ses yeux épuisés. Mais il était vivant. Il respirait. Il la regardait avec ses yeux marron foncé qu'elle pensait ne plus jamais revoir. « Tu es venu, dit-il, d'une voix plus faible que d'habitude, mais c'était toujours sa voix. C'était toujours le Gabriel qui était à elle. Scarlett ne pouvait pas parler. Elle traversa la pièce en quelques pas
ignora la chaise réservée aux visiteurs, ignora tout instinct de prudence et se jeta dans ses bras. Elle le serra fort en prenant soin de son épaule blessée, mais suffisamment fermement pour qu'il le sente. Elle était là. Elle était réelle. Elle n'irait nulle part. Puis elle pleura. Les larmes qu'elle avait retenues toute la journée finirent par couler, trempant l'épaule de sa blouse d'hôpital. Elle pleura de peur, de soulagement, de colère, d'amour. Toutes les émotions confuses qu'elle ne pouvait pas séparer. Gabriel passa son bras valide autour d'elle, sa main caressant lentement son dos, tandis qu'elle sanglotait contre sa poitrine. « Je suis là, » murmura-t-il, ses lèvres effleurant ses cheveux. « Je suis là, Kara, je suis revenu. » Lorsque ses tremblements s'apaisèrent enfin, Scarlett leva la tête, le regarda dans les yeux et lui donna un coup de poing dans l'épaule non blessée. Pas assez fort pour faire mal, mais assez fort pour faire passer le message. « Tu avais promis d'être à la maison avant le dîner, » dit-elle, la voix tremblante, les larmes coulant encore sur ses joues. « Tu avais promis de ne pas me faire m'inquiéter. Tu l'avais promis. » « Techniquement, » répondit Gabriel, un sourire faible et fatigué effleurant ses lèvres. « Je suis là et tu peux m'apporter mon dîner. » Elle lui donna un autre coup sur l'épaule, un peu plus fort cette fois. « Ce n'est pas le moment de plaisanter, Gabriel Corsetti. Tu as été blessé par balle. Tu as été blessé par balle et c'est l'hôpital qui me l'a appris. Passe-toi. Je pensais que tu... » Elle ne parvint pas à finir. Les mots restèrent coincés dans sa gorge. Tout ce qu'elle put faire, c'était secouer la tête, les lèvres tremblantes. Gabriel leva la main et essuya les larmes sur sa joue avec son pouce. « Je suis désolé, » dit-il, et elle entendit la sincérité dans sa voix. « Je n'avais pas prévu que Santino me tirerait dessus. Le plan était de négocier, de gagner du temps jusqu'à ce que le FBI soit en position, puis de les laisser l'arrêter, mais il a été plus rapide que prévu. J'ai sous-estimé sa folie. « Où est Santino maintenant? »« Entre les mains du FBI, » répondit Gabriel, une petite étincelle de satisfaction illuminant ses yeux, même si son corps était clairement épuisé. Il fait face à suffisamment d'accusations fédérales pour ne plus jamais revoir la lumière du jour. La menace est terminée, Scarlett. Toi et les bébés êtes en sécurité. « En sécurité? » répéta-t-elle, l'amertume encore vive dans sa voix, jusqu'à ce que le prochain ennemi se présente. Jusqu'à ce que la prochaine négociation tourne mal. Combien de fois suis-je censé vivre une journée comme aujourd'hui? Gabriel, combien de fois vais-je recevoir un appel d'un hôpital ou, pire encore, de la morgue? Le silence s'installa entre eux. Gabriel l'observait, son expression passant de la défensive à la réflexion, puis à quelque chose de déterminé. « Je vais prendre du recul, dit-il finalement, lentement, progressivement, mais je vais prendre du recul. Je vais confier les choses à des personnes en qui j'ai confiance. Je vais me concentrer sur les activités légitimes. Je ne peux pas m'en aller complètement, car ce n'est pas ainsi que fonctionne ce monde. Mais je peux me retirer de la ligne de front. Je peux cesser d'être l'homme que tous les ennemis veulent tuer en premier. « Tu es sérieux? » demanda Scarlett, n'osant y croire et n'osant pas non plus perdre espoir. « Je suis sérieux. » Gabriel lui prit la main et la serra avec une force surprenante pour un homme qui venait d'être blessé par balle. « Je veux être là quand les filles grandiront. Je veux voir Isabella jouer du piano et Lucia peindre. Je veux les accompagner à leur remise de diplôme et menacer leur premier petit ami. Je ne pourrais rien faire de tout cela si je meurs dans un entrepôt abandonné parce qu'une négociation a mal tourné. » Scarlett baissa les yeux vers leurs mains entrelacées, sa main rugueuse enroulée autour de ses doigts fins. Elle voulait le croire. Elle voulait croire qu'un homme qui avait vécu dans la violence pouvait apprendre à vivre autrement. « Je ne te demande pas de promettre la perfection, » dit-elle doucement. « Je sais que tu ne peux pas changer du jour au lendemain. Je te demande juste de promettre que tu vas essayer. Promets-moi que tu vas vraiment essayer, pas seulement le dire pour me calmer et continuer à faire la même chose. Je te le promets, » dit Gabriel, la voix ferme malgré la faiblesse de son corps. « Je te promets d'essayer chaque jour pour toi, pour Isabella et Lucia, pour la famille dont je ne savais pas que je la voulais avant de la perdre presque. » Scarlett acquiesça, les larmes lui montant à nouveau aux yeux, mais cette fois-ci, c'étaient des larmes d'espoir plutôt que de peur. Elle grimpa sur le lit d'hôpital, en prenant soin d'éviter les perfusions et son épaule blessée, et se blottit contre lui comme elle l'avait fait la nuit précédente. Gabriel la serra dans ses bras avec son bras valide,
et ils restèrent allongés en silence dans la chambre stérile, écoutant le moniteur compter les battements de son cœur à un rythme régulier. Dehors, les lumières de la ville commençaient à s'allumer à la tombée de la nuit. Et pour la première fois depuis le début de leur histoire, Scarlett se permit de croire que peut-être, juste peut-être, il pourrait avoir une fin qui ne serait pas tragique. 3 mois passèrent, consacrés à la convalescence et à la reconstruction. Gabriel guérissait un peu plus chaque jour, la blessure à son épaule se refermant lentement pour former une cicatrice qui venait s'ajouter à celle, plus ancienne, sur sa clavicule, souvenir d'une tentative d'assassinat ratée quelques années auparavant. Mais cette fois-ci, c'était différent. Cette cicatrice marquait la fin d'un chapitre et le début d'un autre. Fidèle à sa parole, il commença à transférer progressivement le pouvoir, confiant les responsabilités les plus dangereuses à des lieutenants de confiance et se concentrant davantage sur des activités légitimes. Scarlett observa ce changement prendre forme jour après jour, dans la façon dont il passait plus de temps à la maison, dans les réunions qui se déroulaient au téléphone plutôt que dans des salles obscures situées dans des lieux secrets, dans la façon dont un sourire apparaissait plus souvent sur un visage qui semblait autrefois figé par la tension. Ils reconstruisirent leur relation sur de nouvelles bases. Non plus le contrôle et la possession, mais la conversation et le compromis. Ils se disputaient encore, parfois violemment, mais ils se disputaient comme des partenaires plutôt que comme un propriétaire et sa propriété. Gabriel apprit à demander plutôt qu'à commander, à écouter plutôt qu'à seulement protéger. Scarlett apprit à faire à nouveau confiance. Elle apprit à exiger ce dont elle avait besoin plutôt que de endurer en silence. La chambre des enfants fut terminée la dernière semaine de février. Les murs étaient peints d'un jaune pâle chaleureux. 2 berceaux en chêne étaient placés côte à côte. Des peluches et des jouets étaient soigneusement rangés sur des étagères. Madame Chen avait tricoté 2 couvertures, une rose pâle et une lavande, pour distinguer les filles, et Scarlett commença à considérer la maison comme son foyer sans hésitation, ni remise en question. Un matin de mars, alors que les premiers rayons du soleil printanier commençaient à chasser les dernières frimaces de l'hiver, Scarlett prenait son petit déjeuner avec Gabriel dans la cuisine lorsque la première douleur la frappa. Elle se figea en plein milieu d'une bouchée, une cuillère de porridge suspendue devant sa bouche, et sentit un liquide chaud couler le long de ses jambes. « J'ai perdu les os », dit-elle d'une voix étrangement calme, même si son cœur battait à toute rompre. « Gabriel, j'ai perdu les os. » Tout ce qui suivit se déroula dans un tourbillon contrôlé, Gabriel s'étant préparé à ce moment depuis des semaines. Il avait préparé un sac, fait le plein de la voiture et prévenu l'hôpital de la grossesse à haut risque de Scarlett. Il était d'un calme effrayant lorsqu'il l'aida à monter dans la voiture, les mains fermes, même si elle pouvait voir sa mâchoire se crisper à chaque contraction qui la faisait souffrir. 8 heures. 8 heures de douleur, d'attente et d'espoir. Le docteur Wells était là depuis le début, calme et professionnel, surveillant chaque chiffre et s'assurant que la mère et les bébés allaient bien. Les infirmières allaient et venaient, vérifiant, enregistrant, changeant les perfusions. Mais la seule personne que Scarlett voyait vraiment était Gabriel. Il restait à son chevet à chaque instant, lui tenait la main à chaque contraction, lui murmurait des mots d'encouragement à l'oreille lorsqu'elle voulait l'abandonner. « Tu es la personne la plus forte que je connaisse », lui disait-il lorsque la douleur atteignait son paroxysme et qu'elle pensait ne plus pouvoir supporter un instant de plus. « Tu as survécu à tout. Ton enfance à l'orphelinat, les années où tu t'es battue seule. 2 ans avec moi, 6 mois toute seule. Tu peux y arriver. » Et elle y est arrivée, à 19h17, après une dernière poussée qui lui a donné l'impression de se déchirer en deux, Isabella est arrivée. Ses cris ont rempli la pièce, forts et indignés, comme si elle protestait contre le fait d'avoir été arrachée à la chaleur et à la sécurité. Le docteur Wells la posa sur la poitrine de Scarlett, qui regarda cette petite vie aux cheveux noirs collés à son front, les poings serrés, le visage rouge et ridé, crispé de rage. Scarlett pleurait. Elle ne savait pas quand cela avait commencé. Les larmes coulaient librement tandis que sa fille continuait à pleurer. 12 minutes plus tard, Lucia arriva. Contrairement à sa sœur, Lucia n'a pas pleuré à la naissance. Elle était silencieuse, les yeux grands ouverts, regardant autour d'elle avec curiosité, comme si elle essayait de comprendre ce qu'était ce nouveau monde.
Le docteur Wells l'examina rapidement et hocha la tête, les rassurant en leur disant qu'elle était en parfaite santé, mais qu'elle avait simplement un tempérament différent de celui de sa sœur. Scarlett tenait les deux filles dans ses bras, Isabella continuant à gémir et Lucia continuant à observer. Et elle sentit son cœur se dilater pour contenir un amour dont elle ignorait l'existence. Gabriel se tenait à côté du lit, si silencieux qu'elle dut lever les yeux vers lui. Et elle le vit, le puissant chef de la mafia, l'homme qui avait tué sans crier, pleuré, sans sangloter, sans faire de bruit, juste des larmes silencieuses coulant sur ses joues, alors qu'il regardait sa femme et ses filles, avec une expression qu'elle ne pouvait qualifier que d'admiration absolue. « Voulez-vous les prendre dans vos bras ?» demanda-t-elle doucement. Gabriel acquiesça, incapable de trouver les mots. Une infirmière l'aida à prendre Isabella dans ses bras, lui montrant comment soutenir sa tête et soulever son petit corps. Il regarda sa fille, les doigts tremblants alors qu'il lui caressait la joue, et Scarlett vit ses lèvres bouger, murmurant des mots en italien qu'elle ne comprenait pas, mais elle savait que c'était des promesses. Puis il passa à Lucia. Le bébé restait silencieux, observant toujours, les yeux sombres et identiques à ceux de son père. Gabriel se pencha et embrassa son front, ses larmes tombant sur la couverture qui l'enveloppait. Et à ce moment-là, Scarlett sut que malgré tout ce qui s'était passé, malgré la douleur, la peur et les mois de fuite, elle avait fait le bon choix en revenant. Les premiers jours avec deux nouveaux-nés furent une sorte de chaos que Scarlett n'aurait jamais pu imaginer. Le sommeil devint un luxe mesuré en bribes de 2 heures. Les pleurs d'Isabella reprenaient dès que Lucia s'endormait enfin. Puis Lucia se réveillait juste au moment où Isabella se calmait, comme si les sœurs s'étaient secrètement mises d'accord pour que leurs parents ne puissent jamais vraiment se reposer. Mais c'était aussi le chaos le plus doux qu'elle ait jamais connu. Contrairement à toutes les attentes de Scarlett, Gabrielle ne recula pas devant le défi. Elle se réveilla à 3 heures du matin, la 3e nuit après leur retour de l'hôpital, trouva l'espace à côté d'elle vide et le découvrit dans la chambre du bébé. Le plus puissant parrain de la mafia de New York se tenait devant la table allongée, essayant maladroitement de mettre une nouvelle couche à Lucia, tandis que le bébé le regardait avec des yeux curieux, comme si elle jugeait les compétences de son père. La couche était un peu de travers et les languettes n'étaient pas bien fixées, mais Gabrielle souriait à sa fille, lui parlait doucement en italien, et Scarlett se tenait dans l'embrasure de la porte, le cœur fondant. Il n'était pas parfait. Il était toujours l'homme autoritaire et surprotecteur qu'il avait toujours été. Il avait encore des moments où il retombait dans ses anciens instincts lorsqu'il était confronté à une menace ou à une incertitude. Mais il essayait chaque jour et c'était tout ce qu'elle avait toujours demandé. Madame Chen devint la grand-mère officieuse de la petite fille, aidant sans prendre le dessus, laissant Gabriel et Scarlett apprendre à être parents à leur manière. Il y avait des nuits où ils se disputaient sur la quantité de nourriture à donner au bébé, sur le fait de les laisser pleurer 1 minute ou de les prendre immédiatement dans leurs bras. Une centaine de petites décisions que les nouveaux parents doivent prendre. Mais ils se disputaient et se réconciliaient, apprenaient et s'adaptaient, surmontant chaque défi ensemble. Une année passa si vite que Scarlett avait du mal à y croire quand elle y repensait. Isabella et Lucia apprirent à ramper, puis à se mettre debout, puis à faire leurs premiers pas chancelants dans le salon de la maison. Isabella, toujours la plus audacieuse, tombait et se relevait. Elle tombait et se relevait jusqu'à ce qu'elle puisse traverser la pièce d'un bout à l'autre. Lucia, plus prudente, observait sa sœur pendant longtemps avant de se décider à essayer. Et lorsqu'elle a enfin marché, elle l'a fait du premier coup, comme si elle l'avait soigneusement étudié. La maison était remplie des rires des enfants, de babillages qui n'étaient pas encore tout à fait du langage, du bruit des jouets qui s'entrechoquaient sur le sol et des petits pieds qui couraient sur le parquet. Gabriel rentrait plus tôt chaque jour, souvent avec un nouveau jouet ou un livre d'images qu'il avait trouvé quelque part. Il s'allongeait sur le sol du salon, ses filles rampant sur lui, laissant lui tirer les cheveux et lui attraper le nez, riant comme si c'était la meilleure chose au monde. Scarlett se tenait souvent dans l'embrasure de la porte et observait une scène qu'elle croyait impossible. Tard dans la nuit, alors que les deux filles dormaient et que la maison était calme, Scarlett et Gabriel se tenaient sur le balcon du 3e étage, contemplant la ville scintillante en contrebas. Elle s'appuya contre son épaule, sa chaleur repoussant la fraîcheur de la nuit printanière. « Je ne pensais pas que je serais un jour aussi heureuse, dit-elle doucement,
les yeux toujours fixés sur les lumières lointaines. Quand je me suis enfui, quand je vivais seul dans cet appartement, je ne souhaitais que la paix. Je n'osais pas espérer le bonheur. Heureuse comment? Demanda Gabrielle en passant un bras autour de ses épaules. Comme ça? Scarlett se tourna vers lui. Une vraie maison, un homme qui m'aime vraiment, qui ne veut pas seulement me posséder. 2 enfants en bonne santé et un avenir que je peux envisager sans crainte. Il se pencha et l'embrassa sur le front. Je suis désolé pour les années que je t'ai volées, les années où tu avais peur au lieu d'être heureuse. Tu n'as plus besoin de t'excuser. Elle se tourna complètement vers lui. J'ai besoin que tu continues à essayer. Continue à être cet homme, ce père. C'est tout ce dont j'ai besoin. Ils restèrent ainsi longtemps, enlacés dans l'obscurité, écoutant leur respiration et le bruit lointain d'une ville qui ne dormait jamais à l'intérieur de la maison, grâce au babyphone posé sur la table du balcon. Ils pouvaient entendre la respiration régulière d'Isabella et de Lucia. Ces 2 petites vies qui avaient tout changé. Ce n'était pas un conte de fées, pensa Scarlett, en se blottissant dans les bras de son mari. Il n'y avait pas de prince charmant ni de château immaculé. Gabriel était toujours un homme dangereux au passé sanglant. Elle portait encore les cicatrices d'une enfance orpheline et de 2 années passées dans une cage dorée. Leur relation exigeait encore des efforts quotidiens. Elle comportait encore des moments difficiles et des désaccords. Mais c'était mieux qu'un conte de fées. Parce que c'était réel, pas parfait, mais honnête. Ce n'était pas facile, mais cela valait la peine de se battre. Ils avaient reconstruit à partir des cendres, brique par brique. Et la maison qu'ils avaient construite n'était peut-être pas aussi brillante qu'un château de conte de fées, mais elle était solide, elle était chaleureuse, elle était la leur, et Scarlett réalisa, en levant les yeux vers les quelques étoiles visibles à travers la lueur de la ville, que c'était cela qui la rendait parfaite. L'histoire de Scarlett et Gabriel s'achève ici. Un voyage de l'obscurité vers la lumière, de la peur vers la confiance, de la solitude vers la famille. La leçon qu'ils nous ont laissée concerne le pardon et les secondes chances. Elle concerne le fait que le véritable amour n'est pas toujours parfait, mais qu'il vaut la peine d'être choisi jour après jour. Elle concerne le fait que le passé ne définit pas l'avenir et que chaque personne est capable de changer si elle le souhaite vraiment. Chers amis, si cette histoire vous a touché, merci de nous soutenir en likant la chaîne. Partagez cette vidéo avec vos amis qui aiment les histoires émouvantes afin qu'ils puissent eux aussi vivre ce voyage avec nous. Et si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur s'abonner et activez les notifications pour ne pas manquer les nouvelles vidéos quotidiennes. Nous aimerions vraiment connaître vos sentiments les plus profonds. Qu'avez-vous pensé de l'histoire de Scarlett et Gabriel? Avez-vous déjà vécu un moment où l'amour et la confiance ont été mises à l'épreuve? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous lirons et répondrons à chacun d'entre eux. Enfin, nous souhaitons à tous ceux qui regardent cette vidéo une bonne santé, une vie joyeuse et un cœur rempli d'amour chaque jour. Nous espérons que vous trouverez la paix en vous-même et le bonheur dans les choses les plus simples. Au revoir pour l'instant et à bientôt dans la prochaine vidéo.